Mesdames et messieurs, bonjour et merci encore une nouvelle fois de nous recevoir sur les ondes de Beffroi Passion. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être au domicile et d'interviewer deux personnages nostalgiques de leur passé. Jean-Michel et Anne-Marie, qui ont voulu préserver, sauvegarder, comme il me disait Jean-Michel, une partie de l'héritage familial d'objets anciens. Notre idée, c'était un peu de sauvegarder ce patrimoine qui malheureusement disparaît un petit peu à la fois. Donc on a décidé dans un premier temps de récupérer et maintenant on voudrait en faire profiter les gens. Donc on a fait une petite installation, on a recréé un intérieur complet du style de 1900-1930. Et on essaye toujours actuellement de récupérer des choses qui malheureusement partent aux poubelles. Eh bien, Jean-Michel, tu viens de pousser la porte de la vie intime de Mémé, dans laquelle ils vivent, hein, ses grands-parents. Et nous allons voir justement Mémé, bien sûr, à l'époque qui était plus jeune, et qui vient d'avoir son bébé. Voilà, exactement. Elle vient d'avoir son bébé. Vous verrez tout à l'heure, la table a été mise justement pour cet événement, puisqu'il va y avoir le baptême. Elle est belle quand le ciel est bleu, elle est belle même quand il pleut, mais le jour où l'on s'est rencontrés, le soleil avait tout éclairé. Donc ici vous pouvez voir quand même que pour l'époque c'était une très belle tenue. Très belle tenue qu'a pris cette grand-mère là. En particulier, vu tout à l'heure où je vous avais parlé des broderies des robes, de voir ici que vous avez des très belles broderies. Les bijoux, qui à l'époque étaient quand même quelque chose, hein, vous pouvez voir ici ces colliers, ces boucles d'oreilles. C'était vraiment des très beaux cadeaux de l'époque. Le petit sac à main tout brodé aussi, hein, qui est vraiment typique des années 1920. Hein. Donc ce landau ici avec le bébé qui est là, hein, qui permettait justement au moment de bercer justement le terme. Donc vous voyez ici un bébé qui fait dodo. Là. Bébé avec sa robe de baptême. Hein. C'était très important, le blanc en plus pour le baptême. On est aussi là dans la petite dentelle. Hein. Souvent c'est le parrain ou la marraine. Ouais, voilà. C'est le parrain ou marraine qui payait cette belle tenue pour le baptême. On voit donc ce fameux landau qui est aussi surmonté. On pourrait appeler ça un ciel de lit Oui, c'est ni plus ni moins qu'un ciel de lit. Un ciel de lit, hein, qui est en miniature. Bien sûr aussi, là, beaucoup de broderies. Beaucoup de broderies. Broderie ou dentelle, les deux. Là, c'est plus de la dentelle. Là. Donc, vous pouvez voir juste à côté du fameux berceau, là, ce rouet. Avec le maître. Ici. Voilà. Donc, le rouet, beaucoup de personnes pensent que c'était le travail de madame. Ben justement, il faut vraiment se détromper parce que ce rouet était offert justement lors du mariage au mari. Après ces longues journées de travail, ils avaient parfois des journées de 12 heures de travail, et toujours pour le souci d'avoir un peu plus d'argent, ben le soir ils filaient la laine. Donc c'était plus les maris qui utilisaient ce genre d'accessoires. Les dames, elles, fabriquaient plutôt des petites broderies, où là, vous allez voir après, il y a un lustre qui est là juste à côté de nous. Elles faisaient ce qu'on appelle les pampilles de lustre, avec des perles de verre. Donc vous voyez ici ce genre de pampilles, là, qui était réalisé, je vais dire, à la demande. Donc je pense que c'était très difficile à faire, parce que ce lustre, je l'ai refait avec mon épouse. On y a passé pas mal d'heures pour avoir quelque chose de réel. De là est venue l'expression, si tu sais pas quoi faire, t'as qu'à enfiler des perles. Voilà. Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles, quand les filles sont belles, du côté de Nogent. Eh bien, Jean-Michel, toujours dans le cadre de la vie familiale de grand-mère,
jeune à l'époque évidemment. Jeune à l'époque. Une naissance c'était un événement et l'événement, eh bien ça se fêtait. Et ça se fêtait avec un ou deux, plusieurs invités, ça se fêtait à table. Voilà, ça se fêtait à table. Et là, en l'occurrence, cette table a été mise. Vous pouvez voir quand même que c'était une très belle table pour l'époque. Paramarène était certainement invité, parce que vous pouvez voir qu'il y a 4 couverts qui sont mis sur cette table. Donc je vais venir sur un petit détail ici que vous allez pouvoir voir. Justement, ces verres. Ces verres ont été mis au rebut et n'ont jamais été utilisés. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Vous pouvez peut-être voir ici que dans le verre, il y a des bulles. Donc c'est des verres qui ont été mal soufflés et de l'oxygène est passé dans le verre. Oui, parce qu'en fait, c'était pas fait mécaniquement, c'était fait à la canne, voilà, soufflé à la canne sortie du feu. Et évidemment, c'était des défauts. Voilà, c'est ce qu'on appelait peut-être aussi des cafus, quoi. Hein, c'est ça. C'était du rebut, mais quelque part, ça avait une valeur pour le milieu modeste. Voilà. Donc à l'époque, ces verres ne valaient rien. Actuellement, c'est très recherché, justement pour retrouver ces défauts que l'on trouvait. Qui donne une véritable authenticité à l'objet. Ça donne une authenticité, on s'aperçoit là que c'était pas du mécanique, c'était vraiment fait par l'homme. On aperçoit aussi une bouteille avec une forme étrange. Oui, c'était les fameuses bouteilles de Kakina de Saint-Raphaël. Donc c'est une bouteille de Saint-Raphaël qui date aussi des années 20. Ici, vous avez un autre genre de bouteille avec des bouchons très étranges en bois. Donc c'était les bouteilles en grès, on y mettait aussi tout ce que vous voulez garder au frais. Que le grès conserve très très longtemps. Alors, toujours dans cet esprit, on n'est pas loin de la cuisine de l'époque. On n'est pas loin de la cuisine de l'époque. À la fois cuisine et salle de bain mélangée, là, hein, on pourrait presque dire. Oui, la très grande salle de bain pour l'époque. Hein. Donc tout à l'heure, c'est pareil, hein, on vous disait qu'il y avait l'eau n'était pas courante, on n'avait pas l'eau courante dans les maisons. Donc vous y voyez ici ce qu'on appelait la salle de bain d'époque. Donc ça se résumait simplement à un bac, un broc pour aller chercher l'eau au niveau de la pompe. Et puis on se lavait comme on le pouvait. Donc il fallait savoir qu'à l'époque, on ne se lavait pas tous les jours. Vous imaginez un peu les gens qui travaillent en usine ou qui travaillaient dans les champs. On revient le soir, on se débarbouille vite fait le visage. On va se coucher comme ça. Et je vous expliquerai un peu ce que ça a pu engendrer à l'époque, ce genre d'hygiène. Un petit peu à côté, il y a l'ensemble cuisine moderne de l'époque. C'était l'ensemble cuisine moderne de l'époque. Donc c'est pareil, hein, ça se résumait simplement à un bac en grès creusé, sans robinet, sans rien, toujours le même souci. On allait chercher l'eau à la fontaine. Ou alors on avait la chance à l'époque d'avoir cette fontaine ici que vous voyez. Donc vous la voyez ici avec un seul robinet. Un emplacement est prévu pour un autre à côté. Donc quand on avait un seul robinet, c'était un usage domestique. Quand il y avait 2 robinets, on trouvait ça dans les gares à l'époque, pour que les gens puissent se désaltérer après les longs voyages en train. Donc c'est pareil, hein, le mari tous les matins remplissait cette fontaine avec de l'eau. Voilà. Donc la maîtresse de maison venait avec son broc, elle remplissait, c'est ce qui lui permettait de faire sa cuisine, de faire la toilette. Donc il n'y avait pas beaucoup de capacité au niveau de la fontaine. Donc parfois il fallait la remplir 2 ou 3 fois par jour. Toujours dans le prolongement de cette fameuse cuisine moderne, on arrive là où se faisait la cuisine, la cuisson et à la fois le chauffage. Elle est assise dans son comptoir, elle a toujours le sourire. On dirait une femme en cire, avec son chignon qui est toujours bien coiffé, la belle caissière du grand café. Toujours dans l'esprit de la cuisine de Mémé, nous voilà dans cette fameuse cuisine d'une marque célèbre qu'on ne citera pas. Elle faisait des poêles en fonte, pas loin, dans l'Aisne. Hein, on ne donnera pas le nom, mais enfin, de toute façon, c'est un secret pour personne. Et ça servait à tout. Vas-y, Jean-Michel, on t'écoute. Donc, effectivement, ça servait à tout. Hein, cette cuisinière qui, comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, pour le menuisier, elle tournait pratiquement été comme hiver. Il fallait toujours de quoi chauffer et de quoi faire cuire. Donc on imagine hein, cette grosse cuisinière qu'il fallait alimenter en charbon ou en bois. Donc vous pouvez y voir ici qu'il y a différentes... c'est fort recouvert, mais vous avez pratiquement 5 plaques de cuisson. Et vous avez 4 fours pour pouvoir cuire différents aliments.
Donc au niveau des cuissons des aliments, justement, je vais vous montrer ça ici. Là. C'est ce qui permettait de faire des pommes de terre à l'étouffoir. On voit aussi un ustensile à griller le café. Voilà. Au milieu. Effectivement, vous avez celui-ci qui est le plus connu. Hein. Donc on y mettait du café vert. Voilà, j'en prends un peu dans ma main comme ça. Donc là, c'est un grilloir à café, un des plus connus. En vérité, on ouvrait cette petite trappe et on y mettait du café vert. Donc j'en ai ici dans la main. Ça ressemble étrangement aux cacahuètes. C'est pas des cacahuètes, hein. C'est vraiment du café vert. Donc on le mettait dans cet accessoire ici. Voilà. On refermait la trappe et on tournait pour faire griller le café. Donc vous aviez ce modèle-là, un peu plus sophistiqué ici, toujours sur le même principe. Hein. On y mettait le café à l'intérieur et on tournait. Et après vous en avez un autre ici sur pied, qui est basé sur le même principe que celui-ci. Et là le réchaud est en dessous. Donc on y mettait du charbon de bois et c'est pareil, on brûlait le café avec. Et toujours sur le coin de la cuisinière, la cafetière qui tenait le café au chaud, quoi. Vous la voyez ici, cette cafetière était pratiquement jour et nuit avec du café sur le truc. Et c'était une boisson à l'époque qui était très consommée. Le café était très consommé. Ici dans le Nord, on pouvait dire on va boire un petit jus. Voilà. Et quand c'était du jus, bah oui, c'était du jus. Vous faisiez le café le matin, mais peut-être qu'à 5 h de l'après-midi, c'était encore le même café du matin. C'était toujours qui était réchauffé, matin, quoi. Ouais. À la fin de la journée, je crois qu'on appelait ça du jus de cochette. Donc ce café vert, vous voyez ici, j'en ai un bocal. Donc qui m'a été confié justement par une petite fille de grand-mère. Cette grand-mère avait connu les privations de la Première Guerre mondiale en 14-18. Et quand on a reparlé au début de la Deuxième Guerre mondiale, enfin qu'elle est certainement vers une Deuxième Guerre mondiale, elle s'est empressée de mettre du café vert dans des bocaux et de l'enterrer dans sa cave. Donc ces bocaux ont été retrouvés pratiquement ici dans les années 2000, quand cette petite fille a fait des travaux chez elle. Elle a retrouvé des bocaux, elle m'a confié un bocal avec du café vert, qui n'a jamais été ouvert depuis. Donc je peux vous dire que ce café a pratiquement une 40 à 50 ans. Plus. Deuxième Guerre mondiale, oui. Il y a 70. Hein. Voilà. Alors ce qu'on voit aussi, si je permets dans l'expression de souligner, c'est ce joli décor de tour de cuisinière avec là aussi de la broderie. Oui. Hein, sur ce fronton. On remet toujours sur cette broderie. Hein. Ici, en plus, on est dans la région du Caudrésie, donc évidemment que la broderie est très présente. Très présente. Et tout à l'heure, justement, je vous parlais du Caudrésie. Regardez ici cette belle horloge qui était fabriquée aussi à Caudry, donc ça s'appelle un œil de bœuf. Et c'était fabriqué par les établissements Lefebvre à Caudry. Donc on va rester dans le même coin du café. Hein. Je vais vous présenter ici ce paquet. C'était de la chicorée. Il faut savoir actuellement, la plus grande marque de chicorée, je peux vous la citer, c'est le Roux. Mais actuellement, il y en avait ici dans le coin, il y en avait un Ouin, il y avait les cafés Godard. Il y avait Orchy aussi peut-être. Orchy, c'était le Roux. Ah oui. Donc ici dans le coin, il y avait les établissements Godard qui faisaient de la chicorée. Et pour la petite histoire, la fille Godard a un jour rencontré son amoureux, qui lui était le fils de chez le Roux. Le Roux. Et c'est pour ça que la chicorée Godard est devenue après la chicorée le Roux. En vérité, ça a été englobé par ce... Mais il y avait pas mal de petits fabricants de chicorée dans le coin. On aperçoit en plein milieu de cheminée, on aperçoit un truc sous verre là. Qu'est-ce que c'est ça? C'est bizarre. Ça, c'est ce qui était, en vérité, c'est le diadème de la mariée. Donc c'était des fleurs d'oranger qui étaient faites en cire. Donc vous pouvez voir le diadème et il y a aussi la petite fleur d'oranger que le mari portait sur la poche de son veston. Donc Gérard, je vais vous parler aussi de ce que vous pouvez voir ici sous verre, avec cet accessoire. Est-ce que vous pouvez me dire à quoi est-ce que ça pouvait être? Non, j'avoue mon ignorance là. Mais en vérité, c'est un pain de sucre. Le sucre, à l'époque, on ne l'avait pas en morceaux, donc on l'avait comme ça, sous cette forme en pain de sucre. Actuellement, ça existe toujours. Dans les pays du Maghreb, on trouve toujours ce sucre sous cette forme. Donc on le cassait avec cette pince, on cassait des morceaux, et on prenait les petits morceaux de sucre pour boire avec le café. Oui, là j'ai appris quelque chose. Hein. Ah oui, on en apprend tous les jours. Bien sûr, un petit peu en descendant, l'accessoire aluminium avec plein de trucs là.
Bah, en vérité, c'est ce qui servait à mettre tous les ustensiles, hein, les louches et puis les différents trucs. Et avec un petit récipient en dessous hein, qui permettait de mettre des petits accessoires et puis... Un égouttoir. Un égouttoir. Bon, alors avec le petit panier d'osier pour les condiments, les louches, hein, une autre étagère où il y a le panier à salade, là. Il y a le panier à salade. Ah, la salle qu'on secouait à la main. Voilà. Donc justement, vous parliez d'une louche, Gérard. Je vais vous en montrer une belle ici. Avec une particularité. Le cul a été ressoudé. Donc cette louche a tellement servi, c'est vrai qu'à l'époque, on se passait les ustensiles de génération en génération. Ben, un jour, elle a fini par être trouée. Et donc, vous voyez que cette louche a été réparée et étamée de l'intérieur. Oui. C'est vrai qu'actuellement, on jette énormément. Dès qu'on a un petit éclat sur une assiette ou autre chose, on jette. À l'époque, on ne jetait pas, on réparait. Donc, vous pouvez le voir ici, sur cette louche. Je peux vous le montrer aussi, ici, avec cette assiette. Ah, qui était certainement rapiécée à l'ancienne, avec des agrafes. Voilà. Donc, ça a été fait avec des agrafes. Et il y avait autre chose aussi qui servait pour réparer ces assiettes. Donc à l'époque, cette personne qui s'en occupait, on appelait ça le raccommodeur de faïence. Et ce raccommodeur de faïence passait dans les grandes villes, généralement le lundi. Parce que la casse se faisait quand on sortait les belles assiettes, évidemment, le truc. Donc ce raccommodeur de faïence avait chez lui un élevage particulier. Donc ce qui leur permettait de réparer ces assiettes, c'était justement avec cet élevage, c'était des escargots. Donc il récupérait une petite poche qu'il y avait sur cet escargot, c'est cette trace que vous voyez quand l'escargot se déplace. C'est un genre de colle qui à l'époque ressemble étrange. Enfin, maintenant on utilise la superglue. Et c'était une colle qui collait très très fort. Eh ben on est là devant un petit métier qui a totalement disparu. Ça a totalement disparu, comme beaucoup de métiers. Ça reviendrait au goût du jour, ça résoudrait un peu le problème du chômage. Voilà. Quoique les gens maintenant ils jettent. Hein. Les gens jettent maintenant. Ah, quel reflet d'une époque, on ne jetait rien. Voilà. C'est bien, Jean-Michel, de préserver tout ça. Je vous présente ici un outil aussi qui m'a été confié et qui actuellement a toujours sa petite histoire. C'est-à-dire que si actuellement vous vous faites arrêter par la gendarmerie en présence de cet accessoire dans votre coffre, vous risquez d'avoir des ennuis si la gendarmerie connaît toujours la loi. Donc en vérité, cet accessoire, c'était un peigne à myrtille. Il était strictement réservé aux professionnels. C'est-à-dire que si vous vouliez cueillir des myrtilles, vous le faisiez à la main. Sinon, les professionnels avaient cet accessoire. Et à l'époque, il y avait cette loi qui avait été plus ou moins pondue, quoi. Si vous aviez ça dans votre véhicule et que vous n'étiez pas professionnel, vous risquiez une grosse amende. Et toujours dans ces fameuses lois, il y a une loi qui a été abrogée il n'y a pas très très longtemps. C'était le port du pantalon pour les dames. Le port du pantalon était strictement interdit, sauf pour les personnes qui faisaient du cheval ou qui roulaient en vélo. Donc ces lois ont été abrogées il y a à peu près 7-8 ans. Je connaissais l'usage de ça, je ne savais pas que c'était interdit de l'avoir. Et ça existe toujours, hein. La loi existe toujours. Bah, tu sais, je côté vestimentaire et côté linge de maison. Donc à l'époque, quand on voulait se marier, il fallait avoir fait son trousseau. Donc le trousseau était souvent composé de draps, évidemment, de torchons et tout. Donc pour faire bien, pour paraître bien, il fallait avoir plusieurs trousseaux. C'est-à-dire que les draps étaient composés souvent de 4 à 5 paires de draps, qui bien souvent ne servaient pas sur une génération. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc vous avez ici un exemple de drap qui était utilisé. En lin. En lin. En lin, ça grattait, hein, le lin. Quand les draps étaient usés au milieu, vous pouvez le voir ici, donc on a simplement décousu les côtés du drap, on les a repassés au milieu, et ce qui était plus usé revenait sur les côtés. Bon, ça permettait d'utiliser les draps encore 4 ou 5 ans.
Surtout qu'à l'époque, les draps n'étaient pas lavés aussi souvent que maintenant. Les draps étaient lavés une fois ou 2 fois par an. Toujours par souci du coût du savon. Le savon était très, très rare à l'époque. Donc on lavait les draps une fois ou 2 fois par an. Chose qui a entraîné des problèmes au niveau de l'hygiène. Tout à l'heure, je vous disais qu'on ne se lavait pas tous les jours. Le grand lavage, c'était une fois par semaine dans le baquet qui servait aussi à faire la lessive, bien souvent. Donc c'est des choses qui ont amené des gros problèmes d'hygiène. Et je vous en reparlerai après quand on arrivera au niveau du couchage. Alors, cette armoire, elle a l'air bien remplie hein, d'accessoires. Hormis les draps, il y a d'autres... Oui, c'est vrai, on y trouve des accessoires qui justement n'existaient pas chez tout le monde, hein, parce qu'il y a des accessoires qui sont quand même assez coûteux à l'époque. Hein. Tout à l'heure, on parlait du fameux renard. Ici, par exemple, vous avez une double hermine. Et c'est pareil, c'était des accessoires qui coûtaient très très cher à l'époque. Donc différents chapeaux, hein, évidemment, les chapeaux c'était très très à la mode à l'époque, hein. Que ce soit pour les hommes, pour les femmes, on y avait les casquettes pour les hommes, les chapeaux melons, et aussi le fameux chapeau claque que vous avez ici. Alors pourquoi claque? Évidemment, quand on l'ouvre, vous avez le claque qui se fait. Donc en fait, on le repliait, c'était plus facile pour voyager. Voilà. Donc ça c'est pareil, c'est des chapeaux qu'on mettait pour les cérémonies ou pour aller au théâtre ou autre chose. Donc le fait de replier, on le mettait sous le bras ou on le mettait sur le côté, on n'était pas gêné avec, parce que ça prenait quand même pas mal de place. Ouais. C'était le reflet d'une autre... c'était un peu la bourgeoisie, c'était pas les paysans. Hein. C'est la bourgeoisie de l'époque. Alors Jean-Michel, voilà, oui, les pantalons à l'époque, la ceinture il y en avait, mais enfin l'accessoire principal c'était... C'était les bretelles. Et c'est une chose que j'ai mis énormément de temps à trouver. Que les bretelles, souvent c'est jeté tout de suite, hein, quand on n'en a plus besoin, c'est jeté. Que ce soit chez Emmaüs ou autre chose, on ne trouve plus ces bretelles. Donc j'ai eu la chance une fois de retrouver cette bretelle par un monsieur qui était quand même assez âgé et qui m'a dit j'en ai une paire chez moi, je vais te l'offrir. Et en vérité, il m'a offert la bretelle, il m'a offert le costume complet qu'il a avec, c'est-à-dire la veste, le pantalon et la chemise. Donc vous allez voir après. Et oui, parce que ça, des bretelles, en fait, ça existe toujours, mais elles sont plus fines et puis souvent agrémentées de publicitaires, de marques. Oui, et puis maintenant, vous avez les bretelles à pince. Il y a les plus bretelles de à boutons sur les pince, pantalons. ça c'était vraiment à boutons. Voilà, c'est vraiment les bretelles à boutons. On va le voir après avec le costume. Hein. Et bien voilà une armoire bien garnie qui va donc nous amener à ce fameux costume. Ce costume qui m'a été offert, donc vous le voyez ici, hein, avec sa belle paire de bretelles. Donc vous aviez la veste, le gilet, la chemise et le pantalon. C'est vraiment des accessoires que l'on recherche actuellement parce que les vieux vêtements, malheureusement, sont très facilement détruits aussi. Oui, et il y a presque un mot actuel qui est très à la mode, on pourrait dire que c'est un peu vintage. C'est un peu vintage. C'est même au-delà, c'est carrément rétro. Voilà. Vous avez là-bas aussi, si vous pouvez voir, d'autres robes aussi qui sont exposées. Ici, je vous présente une robe, là on va dire que Mémès des Vergondes. Mais en vérité, on arrive dans les années 25, les années 30, c'est ce qu'on appelait les années folles, et c'est la libération de la femme. Autant avant, il fallait sortir couvert et ne rien montrer, que là, vous pouvez voir sur cette robe, on a quand même pas mal de transparence, et c'était vraiment la libération de la femme. C'est une époque qui n'a pas été acceptée par tout le monde, hein, de toute façon. La transition a été très très rapide et ça ne me plaisait pas. C'est le début du foxtrot. C'est le début du foxtrot, c'est le début de la libération de la femme. Ah oui. Non, c'était l'époque où il y avait la fameuse danse foxtrot, importée des États-Unis. C'était simplement une culotte qu'elles avaient, c'est tout, et puis un bustier. 25-30. Donc ça... ce qu'on appelait les années folles. Ouais. Ma fille l'a mise une fois, elle a voulu l'essayer, elle n'a jamais sorti le sol de bain. Elle dit, sœur, non, qu'elle fait. On voit tout. Du coup, Anne-Marie, elle y va, elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, je peux pas sortir, attends, papa va me voir presque à poil. C'était vraiment pour aller au bal ou c'est quoi? Ben vas-y. Non, c'était pas pour aller au bal, c'était c'était pour les sorties, mais c'était un peu ce qu'elle mettait. Un peu bouquin, c'est la libération de la femme. C'était provoquant, mais bon... Autant on avait des sous-vêtements, sur-sous-vêtements et tout, que là, c'est tout, elles sortaient pratiquement à poil sur leur truc. Hein. Ça, c'est typique 25-30. Hein. Ouais, ça, c'est vraiment les années 30, hein. Les années folles. Les cheveux étaient très courts. Ça, c'est vraiment été le bouleversement.
couché dans le foin avec le soleil pour témoin. On s'embrasse et l'on se trémousse. Oh, que la vie est douce, douce. Couché dans le foin avec le soleil pour témoin. Donc on va enchaîner justement sur la literie, puisqu'on y est justement dans cette literie là. Donc vous pouvez voir sur ce lit les différents moyens de chauffage que l'on utilisait à l'époque pour pouvoir avoir un peu plus de chaleur dans le lit. Donc vous avez différents trucs, que ce soit la pierre qui était toujours dans la cuisinière, il y avait cette sorte de pierre là, il y avait cette pierre là, il y avait celle-ci aussi, mais qui vient de la région d'Alsace. On voit déjà le travail plus important et plus beau par rapport aux autres pierres toutes simples. Après, vous aviez les fameuses gourdes, on y mettait de l'eau très chaude, c'est pareil. Vous avez celles-ci qui sont de différents pays et qui servaient aussi à chauffer les lits. Et après, vous aviez ces genres d'accessoires, celui-là, là, où c'était des réchauds. On y mettait du charbon qui était en... Des braises. Des braises, et c'est ce qui permettait de chauffer le lit. Donc celle-ci en particulier avait deux utilités. Donc elle servait effectivement à chauffer le lit, parce qu'on y mettait des pastilles de méta. Donc les pastilles de méta, c'était de l'alcool solide. C'est un peu ce que l'on trouve actuellement pour allumer les barbecues. Donc ça servait pour le lit, et ça servait aussi pour les dames quand elles allaient à la messe le dimanche l'hiver. C'est-à-dire que vous pouvez voir qu'il y a une petite poignée sur le côté. Donc elles emmenaient ce petit réchaud. Arrivé à l'église, toujours dans les années 1900 où les robes étaient très longues. Donc la robe était plus ou moins étalée autour de la chaise et on mettait ce petit réchaud en dessous de la chaise, ce qui permettait de faire remonter la chaleur. Hommes et femmes mettaient la chemise de nuit avec le bonnet de nuit. La literie est équipée de rideaux. Oui, puisque quasiment tout le monde vivait dans la grande pièce. Donc les papa-maman s'isolaient. Voilà, donc on isolait un peu. Pour l'intimité des personnes, surtout des parents, on y mettait des rideaux. Donc là, ils sont en position ouverte pour vous montrer un peu comment ça se passait. Mais ces rideaux n'étaient pratiquement jamais ouverts. C'est-à-dire que le matin, on écartait les rideaux pour se lever, pour aller travailler. Le soir, la même chose, on réécartait, on allait se coucher. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que la literie était lavée une fois par an, parfois deux. Donc vous imaginez les personnes qui allaient au travail, qui ne se lavaient pas, qui allaient se coucher. Donc tout de suite, on s'est aperçu que c'était des gros problèmes d'hygiène et des gros problèmes de maladie. Donc un petit peu à la fois, ces rideaux ont disparu pour avoir un peu plus de confort et d'hygiène. Donc je vais vous montrer une autre chose ici, Gérard. Est-ce que vous connaissez l'utilité de cet engin? C'est pas du tout un traîneau. En vérité, s'il est exposé ici, c'est qu'il a son utilité justement à l'endroit où on le présente. Donc pour vous donner un petit indice, ça s'appelle un moine. Ah ben c'est... Du nom de son inventeur. Ouais, bah c'est gentil pour moi ça. Oui. Donc en vérité, cet accessoire a été fabriqué par un moine, parce qu'à l'époque, dans les monastères, le dernier moine qui arrivait était chargé le soir de chauffer le lit des plus anciens. Donc pour lui, c'était plus ressenti comme une punition parce qu'il ne pouvait pas prier avec ses frères. Et puis un jour, il y en a un qui a eu l'idée d'inventer ce truc-là. Donc en vérité, ce moine, on y mettait tout à l'heure ce que je vous ai présenté, ces fameux réchauds. Là. Donc on posait ce réchaud avec les braises, on recouvrait le moine avec les draps, la chaleur se diffusait naturellement dans le lit. Donc lui, comme il en avait fait plusieurs, ça lui permettait le soir de faire chauffer les lits et d'aller prier avec ses frères. Très vite, la bourgeoisie s'est aperçue que ça pouvait être très utile chez eux. Que tant que Bobonne faisait chauffer les lits, elle ne pouvait rien faire d'autre. Tandis que là, bien vite, ils ont fait fabriquer ce genre d'accessoires. Donc Bobonne passait que 2 minutes à mettre un peu de braise dans le réchaud, on le mettait dans le lit, et pendant ce temps-là, elle pouvait faire d'autres tâches, du repassage ou du ménage. Ouais, donc au départ, l'origine de création de cet objet est antérieure au XXe siècle. Oui. Mais ça a été appliqué donc, pour la bourgeoisie dans le siècle qui nous concerne, pour le décor actuel ici ancien. Exactement. Et là, je vais vous parler du linge intime. Bon, vous pouvez voir cet accessoire qui actuellement paraît un peu bizarre.
Donc c'est ce qu'on appelait les fameuses culottes fendues. Donc qui permettaient aux dames qui travaillaient dans les champs ou dans la campagne de pouvoir se soulager facilement sans se déshabiller. Parce qu'on avait pas mal de ce qu'on appelle entre parenthèses de cotron sur nous. Donc c'est ce qui permettait de se soulager facilement. Parce que simplement les jambes passaient ici dedans et il n'y avait rien d'autre au milieu. Donc ça c'était vraiment à l'époque. Je vais dire qu'à l'heure actuelle, on va finir avec ça. Avec le string, appelé ficelle en français. Voilà. Et ben voilà une page d'histoire qui se termine avec un peu d'humour. Les amis, nous arrivons au terme de ce, je pèse le mot, de ce magnifique reportage chez ces amis qui ont bien voulu nous accueillir dans leur intimité, comme s'ils avaient vécu il y a 60-70 ans. Hein, si vous étiez à l'âge de vos... On s'est replongé dans l'univers de vos grands-parents et de tes tantes au niveau de la mercerie, Anne-Marie. Hein, donc un petit mot pour reparler vite fait de cette préservation de patrimoine qui vous tient à cœur et de le faire partager. Je tiens surtout à remercier tous les donateurs et également mon époux pour la création de cette œuvre. J'aurais pas réussi à aboutir à une telle grandeur. Merci beaucoup. Voilà, en fait, il y a toute une mise en scène qui paraît très réaliste, hein, c'est comme si on vivait là, à leur époque. Hein. Bon, évidemment, on n'a pas, à part moi, j'ai appris l'âge de l'époque, mais c'est comme si on est au cœur de l'action. Et ça, évidemment, l'idée venait d'Anne-Marie, mais la réalisation, c'est le metteur en scène, c'est Jean-Michel. C'était un peu notre but, hein. Vraiment essayer de faire recréer vraiment l'ambiance d'époque pour que les gens se replongent. On a d'ailleurs eu ici des visiteurs, je veux dire, d'un certain âge qui sont sortis d'ici avec la larme à l'œil. En pleurs. Trop de choses sont remontées, ça leur a vraiment rappelé trop de souvenirs. C'est vrai que c'est émouvant. Oui, des souvenirs agréables, hein. Et dans nos spectateurs, téléspectateurs, bon, il n'y a pas que des adultes, hein, il va y avoir des jeunes qui... Il y a des très jeunes qui vont peiner à croire que c'était comme ça. Voilà, effectivement, quand on explique certaines choses... Mais ici, il n'y a rien d'artificiel. Évidemment, tout est mis en scène comme si ça devait l'être à l'époque, mais ce sont tous des objets authentiques. Ah, tout est authentique. Là, il n'y a pas de copie. Tout est authentique. Hein, tout est authentique. Voilà, donc remerciements à vous deux. Et on va finir avec le mot de la fin. Vous remarquerez qu'à consommer sans modération, mais les verres sont vides. À votre santé, les amis, et merci de nous avoir reçus. Santé. À bientôt. Au revoir, merci beaucoup.